Ladies and gentlemen, bienvenue dans cette édition spéciale du Cotonou Boy Show. Alors aujourd'hui nous avons une émission spéciale, on fait un retour et un focus sur un événement désormais devenu une vitrine de notre pays, le Bénin. Il s'agit du mois de la mode qui a eu lieu cette année en juillet. Alors cette édition a marqué un tournant avec une innovation majeure. Pour la première fois, des ambassadeurs issus du milieu de la mode et de la diaspora ont représenté cet événement pour le faire rayonner au-delà des frontières au-delà des frontières de notre pays. Il s'agit de Oluwaje et de Samir Sabé que nous recevons dans cette émission. Nous les avons reçus au Golden Tulip et nous avons discuté avec eux. Je vous invite à rester connectés pour découvrir cet entretien. Un autre moment fort de cet événement, le jeune créateur Tid a été repéré par la star internationale Ciara elle-même. Ouais, vous savez qu'elle était à Cotonou et qu'elle est béninoise. Et en tant que béninoise, elle promeut le local. Donc, elle a été séduite par l'une des pièces de Tid et s'en est suivi une rencontre et un gros boost inattendu pour le business de ce créateur qui va nous en parler dans cette émission. Enfin, comment est-ce qu'on peut parler du mois de la mode sans parler du travail exceptionnel abattu par Jerry Sinclair, directeur artistique et directeur de production pour la deuxième année consécutive de cet événement? Tout le monde s'accorde à dire qu'il a apporté dynamisme et innovation à cet événement désormais incontournable et qui participe au nouveau narratif de notre pays, le Bénin. Restez connectés, ça commence maintenant. Cotonou Boy Show. Et pour la première fois dans l'histoire du mois de la mode, deux figures emblématiques du milieu de la mode ont été désignées ambassadeurs officiels de cette édition. Il s'agit de Oluwaje et de Samir Sabé, deux noms qui résonnent dans l'univers de la mode et qui incarnent parfaitement l'esprit de créativité et d'innovation porté par cet événement. Salut Oloua. Salut Nassi. Bien plaisir de le voir. Cotonou Boy Show. Merci, c'est un plaisir d'être là. Écoute, comme on dit, bonne arrivée. Merci. T'es là depuis combien de temps? Je suis arrivé hier nuit avec Air France. Ouais. Je suis un peu fatigué, Ouais. mais ça va. Ça va? Ça va. Ok. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, comment est-ce que tu te présentes ou comment est-ce que tu te présenterais sans parler de ton métier? Ok. Je suis Ibrahim Abdel Fadel Oluwagbeniga, d'où le Oluwaji dans mon surnom du coup sur les réseaux sociaux. Je pense que les gens qui me connaissent pas vont apprendre à me connaître à travers cette interview. Ouais. Et de toute façon, je pense que je pourrai répondre aux questions. Et je suis quelqu'un de très chill, donc vous allez le découvrir. Let's go. Ok. Alors, là, tu es à Cotonou dans le cadre du mois de la mode. Tu es ambassadeur Oui. de ce mois. Pour toi, qu'est-ce que ça représente être ambassadeur d'un événement comme ça? Tout ça. Je tiens déjà à remercier la DAC et le ministère qui sont en train de faire cette édition du mois de la mode. Pour moi, c'est un honneur d'être là. J'ai toujours œuvré pour la mode à mon échelle et aussi faire en sorte que le rayonnement du Bénin se fasse à l'international à mon échelle toujours. Et c'est un honneur pour moi de voir que ce que je fais a été vu et qu'on m'a sollicité pour être l'ambassadeur de cette édition du mois de la mode. Ça me touche énormément. Et pour moi, ce que ça veut dire, c'est que je dois porter en quelque sorte l'image, les valeurs du mois de la mode à travers ma notoriété, ma visibilité que j'ai sur les réseaux et aussi dans l'industrie de la mode à l'international. Mais c'est aussi en fait pour moi de rajouter en fait cette nouvelle énergie de la génération que je représente, qui est une nouvelle vague en fait de créatifs et qui sont prêts en fait à tout décrocher, tout arracher. Et ça me fait plaisir moi de garder cette énergie-là, de représenter cette génération et être l'ambassadeur de cette édition du mois de la mode. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Quel a été ton premier contact avec la mode? Est-ce que tu t'en souviens? C'était où? C'était comment? Qu'est-ce qui t'a donné le virus? Je pense que il y a mon père qui est assis devant là. Tu as sûrement dû le voir. Ouais. Je pense que Papa. Bonjour, papa. je pense que ça a été un peu à travers lui parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup s'habiller. À sa manière à lui, tu sais, très, très élégant, à la béninoise et tout. Donc, j'ai toujours regardé ça d'un coin de l'œil. Et à travers mes frères aussi, depuis que j'étais un peu plus jeune, plus petit, on avait un peu ce côté où on aimait bien s'habiller. Mais pour moi, c'était sans plus, comme tout le monde. Tu peux aimer s'habiller sans pour autant dire que tu vas en faire ton métier, quoi. Ouais. Donc, c'était vraiment un plaisir que j'avais à ce moment-là. Ok.
Et bah, comment tu professionnalises ça jusqu'à devenir OUAG, à créer cette marque-là, ce label-là? C'est une très belle question parce que pour être tout à fait honnête avec toi, c'était pas prémédité. Je me disais pas que j'allais Ouais, finir dans ce milieu-là. ouais, Faut savoir que quand j'ai quitté Cotonou, je suis parti d'abord à Accra. ok. J'ai fait une année là-bas. Après, je suis parti à Paris. Et en fait, j'ai commencé mes études. Pour ceux qui savent pas, je suis diplômé en ingénierie d'affaires et en business développement. Et du coup, pendant que je faisais mes études, c'est là que tout a commencé à Paris. J'ai découvert une autre atmosphère. Hmm. Paris, c'est la capitale de la mode. Ouais. Ça va super vite là-bas. Et j'ai une amie, en fait, d'ailleurs, que je salue, qui s'appelle Goldie Aïcha Fadongo, qui était à Paris avec moi à ce moment-là. Et elle fait de la photo. Et du coup, elle m'a dit une fois, viens, j'ai besoin de modèle, viens. Et j'y suis allé. Du coup, c'était une des premières expériences et Ok. tout, qui ont fait que, au final, j'ai aimé ça. Je me suis dit, je pourrais tenter ça. Ouais. Et j'ai commencé, en fait, à faire modèle. Et ensuite, de fil en aiguille, j'ai ouvert d'autres portes. Ok. Et qui ont fait que, quand bien même j'étudiais et tout, l'ingénierie d'affaires, Hmm. j'ai décidé en fait de me pousser en fait vers le milieu de la mode. Ça veut dire que je travaillais en fait dans le développement commercial, dans le business développement pour des marques de vêtements. Donc j'ai fait toutes mes expériences dedans et quand bien même j'étais au boulot, je travaillais dans la mode, quelque chose qui m'a intéressé et passionné Ouais. au final. Donc j'ai essayé de créer différentes ramifications de ma personne en fait, mais qui sont impliquées dans différentes facettes de la mode. Ouais. Et ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, j'en suis là au-dessus. Ok. Je pense que tu travailles ton personal branding comme une marque parce que je pense que ton plus gros capital, c'est toi-même. Exactement. Donc, comment tu as défini ce personal branding, cette identité qui fait que quand tu es quelque part, bah, si tu passes là, on va tous regarder, on sait que quelqu'un est passé. C'est quoi l'importance de ça et comment est-ce que tu en as eu conscience et comment est-ce que tu as développé ça? Je dirais que c'est un peu l'atmosphère qui était autour de moi. C'est à Paris, c'est une ville qui est vraiment impactée. Il y a une forte culture mode et j'ai énormément observé. Et c'est quelque chose que j'ai travaillé aussi, Oui. parce que tu sais, honnêtement, je me suis fait de rien. J'avais pas forcément de plug dans le milieu de la mode ou quoi que ce soit. Donc j'ai beaucoup observé. J'ai tiré des conclusions des différentes expériences que j'ai eues. Et je me suis dit que, déjà, il faut savoir que moi, j'ai ma petite touche à moi que j'ai cultivée dans le temps, mais qui était déjà un peu présente dès le départ. Donc, j'ai essayé de la peaufiner et tout cet ensemble-là, avec les expériences que j'ai eues, ont fait de moi, en fait, celui que je suis aujourd'hui. Et donc, pour moi, on va dire que ça s'est travaillé à travers le temps, quoi. Ok. À travers le temps. Je dirais, il n'y a pas forcément une recette magique qui a fait que je suis devenu qui je suis aujourd'hui, mais ça a été beaucoup de travail et des ajustements au fil du temps. Ok, d'accord. Mais si tu devais expliquer ta signature visuelle, Euh, comment est-ce que tu la définirais? Comment est-ce que tu définis ton style? c'est assez compliqué dans le sens où moi-même, en fait, et tout, je veux vraiment avec le flow. Ouais. Comme on dit, go with the flow. J'ai tendance à être assez minimaliste, mais des fois, ça peut aller aussi, dans le sens où, je reste quand même, j'essaie de rester quand même cohérent visuellement avec mon univers, c'est dire que je vais peut-être je suis souvent sur des couleurs assez sombres, assez sobres, et après je rajoute une touche et tout, ou je rajoute une pièce qui va faire tout le travail avec, tu vois. Ouais. Là par exemple, aujourd'hui, on va dire qu'en soi je porte un pantalon et un t-shirt noir, mais c'est juste la pièce que j'ai mis en route qui va changer tout le look. Ouais. Et en vrai, là ça rejoint en fait ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ta touche personnelle à toi. Là, ce que je porte, c'est juste un kimono. Ouais. Un kimono, mais que j'ai porté à l'envers, en fait. J'ai mis, normalement, là où tu mets le bras, moi, j'ai mis la tête, et du coup, ça donne cette silhouette-là. C'est juste que, chacun décide de ce qu'il veut faire. Il y a pas besoin de suivre les conventions. Tu crées ton propre flow et tu me suis. Donc, c'est un peu ça. Moi, j'essaie vraiment de faire les choses à ma manière. Et au final, ça plaît visuellement et ça plaît, ça résonne avec d'autres personnes. Ouais. Et c'est comme ça que les choses, elles se font en plus. Ok, d'accord. Et pour toi, cette liberté-là que tu as, c'est pas quelque chose qui est forcément facile à assumer.
Surtout par rapport au regard des gens. Est-ce que tu as eu ce problème ou tu as été tout de suite à l'aise avec le regard des gens? Ça n'a pas été facile. D'ailleurs, je te remercie de me poser cette question-là parce que tu sais, c'est surtout compliqué au début parce que quand tu commences, t'as pas forcément cette légitimité-là de poser certains actes. Donc quand tu le fais, c'est un peu avec un petit manque de confiance. Il y a des préjugés, il y a des gens qui se disent, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça? Pour qui il se prend? Et du coup, ça peut en fait vite te brider si t'as pas la tête sur les épaules ou si tu crois pas en ce que tu fais ou juste si tu n'as pas du recul sur tout ça. Donc on va dire qu'au début c'était un peu bizarre parce que pour être tout à fait honnête, j'étais comme enfin je m'habillais totalement simplement comme régulier comme la plupart des gens en fait, mais c'est du jour au lendemain que le changement il s'est fait brusquement et du coup tout mon entourage a commencé à se poser des questions sur ce qui se passait réellement. Mais au fur et à mesure que les choses avançaient, j'ai posé des actes, j'ai coché des cases qui lui ont fait comprendre que, OK, le mec, il sait là où il va, et laissons le faire et on va voir là où ça nous amène. Donc, on va dire que c'est ça, en vrai, faut juste avoir la tête sur les épaules au début pour assumer ce que tu fais, les choix que tu fais, vestimentairement parlant et aussi, visuellement. Et après, au fil du temps, ça devient comme une carapace, quoi. Et tu t'en défais plus. Ok. Et tu as travaillé avec des marques comme Hermès, Valentino, Prada. Comment est-ce que tu te vois toi-même aujourd'hui quand tu regardes en arrière? Parce que tu me dis que c'était pas quelque chose qui était prémédité, tu n'imaginais pas là. Aujourd'hui, tu as travaillé avec toutes ces grandes enseignes qui font rêver tout le monde. Quel regard tu portes sur toi-même, ton parcours? Je t'avoue que c'est ouf parce que tu sais, quand tu le vis toi-même, tu sais que tu as traversé des choses. Mais en fait, tu te rends pas compte de comment les choses elles sont allées tellement vite. Mais je dirais que c'est vraiment, je suis content du parcours que j'ai fait et je sais qu'il y a eu beaucoup de hard work et j'espère qu'il y aura encore beaucoup plus de belles aventures. D'ailleurs, je travaille énormément sur les projets à venir. C'est ça que j'ai pas de team. Je fais tout seul. Que ce soit pour, mes activités, que ce soit pour, moi personnellement, je fais tout seul et c'est énormément de boulot. Mais je me dis, je vais juste remercier la bonne étoile et aussi moi qui ai toujours cru en ce que je fais. Et aussi, bah, voilà, tout était aligné et à chaque moment de mon histoire, j'ai rencontré des gens où je suis tombé sur des opportunités qui ont fait que j'ai fait ces choses-là que tu as citées et bien d'autres encore. J'ai lu quelque part, tu dis que la mode est une prise de position. Et que, enfin, c'est ta manière de percevoir la mode. Mais quel rôle tu penses que la mode peut jouer dans le storytelling du continent africain? Je pense que dans le storytelling du continent africain, la mode joue et a déjà joué un très grand rôle parce que tu sais, il y a pas mal de créatifs qui sont basés sur le continent qui influencent énormément le monde en fait, le monde. Et il faut savoir que tout ce qui sera technique, il y a pas mal de techniques, il y a pas mal de silhouettes, pas mal de créas, de directions artistiques qui sont nées ici, qui sont nées en fait sur le continent. Et pas mal en fait de créatifs sont reconnus mondialement, sont des gens qui ont vécu sur le continent et qui se sont ensuite exportés, tu vois. Et du coup, moi je dis que le continent, il a un réel impact sur tout ce qui se passe ailleurs. Et ça vraiment, ce n'est plus à démontrer, ce n'est plus à prouver. Il y a énormément de gens qui font de belles choses mondialement. Ok. Et quand tu regardes tout ce parcours-là, quelle est soit la collaboration ou l'événement ou la chose qui t'a procuré la plus grosse émotion? Il y a énormément de moments, il y a eu énormément de moments. Tu sais, en fait, je vais être honnête avec toi, le travail de créatif, enfin, quand je dis créatif, ça englobe tout le monde. Et moi, je préfère utiliser ça parce que vu que je fais pas mal de choses, j'utilise ça dans mes descriptions. Mais le travail de créatif, c'est un travail qui est super beau, qui stimule, mais qui aussi rémunère difficilement son homme. En tout cas, pas avant une certaine étape. Là, je suis arrivé à un niveau où je vis pleinement de ça et je suis bien, je suis content. Mais au début, c'était dur. Donc, quand tu me poses cette question-là, je vais te dire forcément, l'un des moments
les plus beaux pour moi, c'était l'un des moments où j'ai vraiment été rémunéré à une valeur, à la juste valeur, et que j'ai été considéré comme quelqu'un, de créatif, et ils m'ont donné les plans d'accès pour faire ce que je voulais faire. Donc, ça, par exemple, c'était pour la collaboration avec Hermès et sa collab. Et du coup, ça s'était super bien passé. J'ai été ambassadeur pendant 8 mois environ pour sur la France. J'étais le seul homme français. Enfin, parce que faut savoir que c'était pas seulement genre Hermès, c'était une structure qui s'appelle Saclab, et avec Hermès, on a fait une collaboration. J'étais l'ambassadeur en France et tout durant un peu plus de la moitié d'une année, où je représentais et tout sur la France à travers certaines choses. Et cet accompagnement-là était super sympa et c'était enrichissant pour moi-même. Et c'est avec ce genre de projet que tu te dis, OK, finalement, c'est intéressant. Je suis pas fou. Si des gens, ils sont prêts à allonger des sommes pareilles, c'est que c'est cohérent ce qui se passe. Donc, en dehors de ça, il y avait plein de beaux moments. Par exemple, la première collaboration qui m'a vraiment donné l'espoir, c'était avec Lacoste. Ça fait plusieurs années en arrière. J'ai fait une campagne pour eux, pour une paire de sneakers qu'ils avaient sorti dans le temps. Et là, j'étais encore au tout début. Et c'est là, en fait, que je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et ensuite, il a suivi Prada, Valentino, Ralph Lauren, ce genre de choses et tout. Et aujourd'hui, on est là où on est. Bah, t'as un background financier, d'analyste, business. Il y a beaucoup de jeunes qui suivent ce podcast et qui viennent me voir, qui ont des questions par rapport à la mode, surtout par rapport à comment structurer leur business. Tu m'as dit que tu le fais tu accompagnes des marques dans leur développement. Si tu avais 3 conseils à donner à un jeune béninois qui veut lancer sa marque de vêtements, qu'est-ce que ce serait? Bah déjà, en fait, et tout, c'est très important avant de lancer sa marque de bien travailler sur l'idée générale de la marque, le storytelling, les fondements même de la marque et tout, et savoir là où on va avec la marque, parce que c'est un projet dans son ensemble. Et du coup, il faut bien que tous les aspects soient mûrement réfléchis avant de se lancer. Parce qu'après, si tu te lances sans réfléchir, tu peux voir qu'il y a des couacs, et difficile de revenir en arrière si tu as déjà pas, dans ton storytelling, tu as dit des choses qui au final ne correspondent pas avec ce que tu veux réellement véhiculer comme valeur. Après, il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Comment tu développes ta marque, il faut avoir différentes phases. Faut accepter comment c'est petit. Si t'es pas genre une superstar comment on va dire ça, reconnue mondialement, qui peut faire péter le truc du jour au lendemain, ou si t'as pas des grandes structures derrière toi, il faut commencer petit, dérisquer les choses et faire avoir une stratégie, faire des choix stratégiques aussi pour que dans la durée, en fait, ça puisse avoir une croissance modérée. Donc, je dirais que il y a plusieurs volets. Il y a l'image, il y a le côté business aussi qui est très important. Je dirais aujourd'hui, il y a le côté digital qui prend le dessus sur tout ce qu'on fait. Donc, il faut vraiment pas négliger cet aspect-là. Mais le côté physique aussi est super important. Moi, j'ai toujours ça à mes clients. OK, le côté digital est important, mais le physique aussi, c'est super bien. Je vais t'expliquer pourquoi. Si aujourd'hui, tu lances ta marque et que t'as pas une super forte notoriété, il y a personne qui viendra sur ton site. Tu feras des ads, tout ça, mais ça dépend de comment tu développes tes ads, parce qu'il y a des spécialistes pour ça. Si tu sais pas t'y faire et que tu lances juste de l'argent dans le vide pour des ads, tu risques de juste gaspiller ton argent. Dans le physique, tu peux avoir un magasin physique. Pas forcément ton magasin, et aujourd'hui, il y a des concepts forts, il y a plein de choses, il y a plein de manières de fonctionner qui font que, tu peux poser tes vêtements et les faire vendre dans des points physiques. Et tu sais, en fait, ce qui est bien avec les points physiques, c'est que les vêtements sont là. Une quelconque personne peut passer par le magasin, découvrir ta marque, il essaye le vêtement et il achète. Et là, c'est une vente que en direct. Et ça, en fait, et tout, c'est à ne pas négliger du tout, surtout quand tu es une jeune marque et tout qui commence. Si tu as la possibilité d'être en physique quelque part, il faut y aller. Et ensuite, t'accompagnes avec le volet digital. Parce que le physique, c'est plus concret. Quand t'as pas un background ou quand t'as pas des appuis solides sur le digital.
le physique, t'as plus de chances pour commencer, mais il faut accompagner avec le digital. Je pense que ça, c'est vraiment ce que je peux dire, mais il faut pas non plus négliger le digital. Faut bosser ça à côté. Ouais. Je pense que c'est ce que je peux dire là pour le moment, pour pas trop entrer dans les détails, parce que vraiment, c'est quelque chose qui prend des mois et des mois à travailler, une marque, des années. Ouais. Une marque, ça se construit sur des années, en fait. Et du coup, je pense que je pouvais pas répondre à Oui, de long en large et tout à cette question-là. alors, Samir Sabé, C'est ça. comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Ça fait plaisir de te recevoir sur le Cotonou Boy Show. Plaisir partagé. Merci de me recevoir. Bah écoute, on va commencer par un exercice. Ok, dis-moi. Est-ce que tu peux nous décrire ton look d'abord pour commencer? J'ai pas l'habitude de faire ça, je pense que c'est la première fois que je fais ça. Il y a Mais... une première fois. Oh, bah ouais, c'est ça. Donc, Ouais, écoute, aujourd'hui, je porte une tenue pas full, mais une pièce qui vient de Kizito Kora. C'est un designer béninois, du coup. ok. Il me l'a fait quand je suis venu au Bénin l'an dernier. Ok. Donc, il m'a fait une full tenue exprès que j'ai pu shooter à Paris, du coup, et qui est Ok. portée pendant la Fashion Week. Ok. Je porte des bagues qui viennent de divers endroits, hein. New York, Paris, Milan, pantalons Steve June, Ouais. des petites sandales qui viennent de la marque Zing, Ok. paire de lunettes Giorgio Armani et mon béret Kangol. C'est un peu ma marque de fabrique, porter des bérets, Des des bérets, chapeaux. ouais. Tu beaucoup kiffes, sympa, ça ouais. vient d'où? Ben, ça vient de tout petit, en fait, j'ai toujours porté des chapeaux. Même quand j'allais à Disneyland, Ouais. à Astérix, le gars, il venait avec des mocassins et des Ouais. bérets. J'ai toujours aimé ça, en fait. T'as toujours eu ce sens du C'est ça. style, ce sens de l'élégance. J'ai grandi dans ça de par ma mère, de par mes sœurs, Ouais. c'est dans la famille, c'est ancré. Ok, ok. Bah écoute, comment est-ce que tu te présentes sans parler de ton boulot? Ok. Comment je me présente? Ben, je dirais que je suis un artiste Ok. et que j'ai une singularité qui m'anime. Ouais. Donc, sans parler de mon boulot, je dirais ça. Ouais. Être un artiste. Que tu es un artiste. Ok. Et pour toi, être un artiste, ça veut dire quoi? Être un artiste, ça veut dire être fidèle à soi-même. Ça veut dire croire en ses idées et de tout faire pour qu'elles deviennent réalité et de ne pas se laisser distraire par tout ce que les gens diront et penseront de vous, que ça soit négatif, c'est sûr. Ok. Mais est-ce que tu te rappelles du moment où tu t'es dit, bah, c'est ça que je vais faire de ma vie? Après, il faut savoir quelque chose, c'est que moi, depuis que je suis petit, j'ai toujours voulu être dans ce milieu. Hein. Ok. C'était clair pour toi. Quand j'étais petit, je disais que je voulais être une star, carrément, pour te dire. Ok. Mais c'est en grandissant, du coup, que j'ai appris à découvrir tous les milieux dans lesquels je voulais être et à me professionnaliser là-dedans. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu cet attrait pour la mode et pour les milieux artistiques de par ma famille. Ouais. J'ai grandi avec des sœurs qui m'ont toujours inclus dans ce qu'elles faisaient. Ma mère a toujours été une fashionista, même quand elle était jeune. Ouais. Donc, c'est vrai que ces deux familles, j'ai su cultiver ça Ouais. à ma manière et du coup, en trouvant cette singularité. Bah, tu parles beaucoup de ta famille. Il y a un membre de ta famille qui te suit tout le temps, Laura, ta Oui, sœur, c'est qui ça. est également ta manager. C'est ça, ouais. En quoi cette proximité et ce regard protecteur de ta sœur t'a accompagné dans ton évolution? Bon, en fait, le fait que ma sœur soit avec moi tout le temps, c'est très important parce que ben, ça me permet aussi de garder les pieds sur terre. Ouais. Parce que c'est vrai que le milieu des médias, de la création de contenu, les milieux où on est exposé, Oh. ça a tendance aussi à te faire partir dans des endroits où Ouais. tu sais même plus où tu es et à Ouais. faire danser les pieds. Tu sais plus qui tu es. C'est Ouais. ça. Bah après, de manière générale, moi, je suis quelqu'un qui a ses pieds sur terre, Ouais. mais c'est toujours bien d'avoir un rappel à l'ordre. Ouais. Tu fais là, quand tu fais ça, ou une personne qui est là pour te rappeler que, ok, tais-toi, genre, faut pas que tu changes, que tu feras des pistes. Donc, le fait qu'elle m'accompagne dans tout ce que je fais, ben, c'est hyper important pour moi et c'est symbolique aussi. Parce que le fait de faire ça en famille, il n'y a rien de plus beau. Ouais. Parce que je lui fais confiance. Ouais. Travailler avec une personne en Ouais. qui tu fais confiance, c'est incroyable. Et je pense qu'il y a plein de personnes qui rêveraient de pouvoir être accompagnées d'une personne en qui ils font confiance. Surtout Totalement. dans les milieux créatifs, Ouais. parce que c'est des milieux où il y a forcément beaucoup d'argent, où il y a beaucoup de personnes qui te font des coups dans le dos, où il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de non-dits. Et le fait d'être accompagné par ma sœur, eh ben, ça me permet aussi de mettre ça de côté, d'être sûr d'avoir une personne fiable à mes côtés. Ok. Bah, aujourd'hui, est-ce que tu es conscient que, malgré ton jeune âge, tu représentes un modèle? Tu es un modèle en devenir. Je pense même que tu dois être un modèle pour des gens déjà dans ton secteur d'activité. J'ai pris du temps à le découvrir. C'est vrai que maintenant, ça fait depuis un moment que je suis dans le milieu, mais ça va faire depuis 2, 3, 1 ou 2 ans Que que je me rends compte que j'ai un impact chez les personnes.
que à travers les contenus que je vais créer, Ouais. à travers les messages que je vais véhiculer sur mes projets ou sur les réseaux sociaux, eh ben, ça va avoir un impact dans la vie de certaines personnes. Ouais. Et c'est vrai que je les découvre de plus en plus. Parfois, ça fait peur, parce qu'on se dit qu'on représente quelque chose de gros, et qu'il faut pas décevoir, et qu'il faut être droit dans tout ce que tu fais, et qu'il faut, voilà, ça met une certaine pression, mais ben, c'est beau aussi, parce Ouais. qu'on se dit que ben, on aide des personnes à se découvrir, à s'améliorer dans certains de leurs passions, et ça fait plaisir. C'est beau à voir. Ok. Après, tu as une vision de la mode qui est, je dirais, politique, parce que tu vois la mode comme un moyen de transmettre un message particulier. Tu as monté des projets comme Black Brotherhood, Reminiscence. C'est ça. Quelle est l'essence de ces projets et quelle est ta vision de la mode? Alors, faut savoir que en France, la place des personnes noires, des personnes africaines dans le milieu de la mode ou de la création de contenu est assez cachée, on va dire. Ouais. Et c'est vrai qu'à travers mes contenus, j'aspire à mettre en avant notre couleur de peau, nos origines et tous nos traits physiques aussi, parce que c'est vrai qu'on ne les voit pas forcément dans les Ouais. campagnes publicitaires, ou dans des éditos, ou dans plein de choses comme ça, même au niveau collaboration. Et c'est vrai qu'à travers mon contenu, moi, j'aspire à mettre en avant notre communauté le plus possible. Ça peut aussi me mettre des bâtons dans les roues parce que créer du contenu qui est pro-black, pro-noir, voilà, ça peut mal passer auprès des personnes blanches, surtout que c'est un peu elles qui dominent, on va dire, le milieu. Donc, surtout en France. Donc, c'est compliqué parfois de réussir en faisant un projet en créant des projets qui sont propres à toi-même avec une certaine direction artistique et une certaine idéologie. Mais je me laisse ça faire et c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, ma sœur est toujours là pour moi, pour me resserrer et pour me faire en sorte, me rappeler que je suis une personne à part entière et de ne pas me laisser distraire par toutes ces pensées négatives. Donc, c'est vrai que j'ai une idée propre à moi-même de la mode et j'aspire à la montrer de plus en plus comme Black Brotherhood. Black Brotherhood, c'est un projet qui dit plusieurs choses à la fois. J'ai pas forcément eu la présence masculine, des présences masculines tout court dans ma vie. Et c'est vrai que j'ai découvert cette présence masculine peu plus tard dans ma vie. Et à travers Black Brotherhood, justement, et ben, j'ai voulu montrer ce que ça faisait d'être entouré de personnes noires ou des hommes noirs, que j'ai toujours été entouré par les femmes dans ma vie, qui n'est pas mauvais, parce que c'est ça qui a créé aussi cette sensibilité dans ma créativité. Mais c'est vrai que c'est que plus tard que j'ai découvert la présence masculine dans ma vie. Et ça m'a fait du bien de le découvrir. Et à travers ce projet, j'ai voulu le montrer, tout en mettant en avant notre couleur de peau, en mettant en avant aussi les différents types de cheveux. Parce que T'aimes beaucoup les cheveux, hein? J'aime beaucoup ça. C'est quoi ton truc avec les cheveux? En fait, c'est vraiment ma signature. Moi, j'ai beaucoup de signatures. Les bérets, les cheveux, les vêtements opulents. Oui. J'ai beaucoup de choses qui font en sorte que on me reconnaît, quoi. C'est ma patte, c'est moi. Ouais. Quand on voit tout ça, on se dit, ah, ça, c'est Samy. Ouais. Donc, Ouais, c'est ça qui est bien aussi, parce que j'ai ma propre identité visuelle. Et ça, je l'ai cultivé au fur et à mesure du temps. Je l'ai pas travaillé du style à me dire, OK, il faut que je fasse ça pour qu'on me reconnaisse ça a été naturel. Ouais, c'est, toi-même, t'as découvert ça et t'as amplifié ça. Exactement. Totalement ça. Ok. Mais justement, dans la mise en place des projets comme Black Brotherhood et Sense, comme tu as une vision qui est pas la vision majoritaire, ou comme tu essaies de mettre en lumière une certaine communauté, quels sont les blocages que tu peux rencontrer dans cette expression de ta liberté artistique? La visibilité. C'est vrai que le contenu que je crée, il est très politique, sans forcément le vouloir à certaines fois. Mais ça peut être la visibilité parce que je vis quand même en France. Et en France, créer du contenu comme contenu que je crée, c'est pas forcément ce qui est mis en avant. En France, on va plutôt mettre en avant des personnes qui font du contenu un peu plus lifestyle, un peu plus drôle, comique. Et si ça va être du contenu mode, ça va être du contenu mode un peu plus basique et qu'on voit un peu dans la vie de tous les jours. Donc c'est vrai que voir un homme noir porter des vêtements opulents, avec des bérets, des chapeaux, porter des bottines à talons, c'est quand même gros. Et ça dérange. Ça dérange beaucoup, quoi. Donc c'est vrai que de prime abord, moi quand je suis rentré dans le milieu, je savais que j'avais ma propre identité et je pensais pas que ça allait être un problème ou que j'allais rencontrer des difficultés. Et c'est en étant dans le milieu que je me suis rendu compte des difficultés que j'allais pouvoir rencontrer. Et c'est vrai que la visibilité en est une, parce qu'on se rend pas compte, mais il y a beaucoup de gens qui regardent les contenus sans forcément s'abonner.
ils vont se dire, ah, j'aime bien ce qu'il fait, allez, je passe. Mais quand ça va être une autre personne, ils vont s'abonner. Et c'est vrai qu'on le remarque beaucoup chez les créateurs de contenu noirs. On va liker leur contenu, mais on va pas forcément les pousser vers l'avant, on va pas forcément les soutenir. Et c'est ce que j'essaye de remédier du mieux que je peux en France. C'est assez compliqué parfois, mais on garde la tête haute et on n'oublie pas nos objectifs et nos idées précises. Bah, tu as travaillé avec des marques comme Penti, Gautier, Givenchy, et tu dis que tu n'as encore rien fait. C'est vrai que j'ai un peu ce petit syndrome de l'imposteur. J'ai pas forcément besoin d'une validation de quelqu'un, mais c'est vrai que je suis encore très jeune et j'ai énormément de projets en tête, j'ai énormément de choses que j'aimerais conquérir et créer. Et pour l'instant, je suis plus à la phase, je suis au début. Je dirais que non, je dirais pas que je suis au début, mais je suis au milieu du début. Non, parce que la question qui allait venir, c'est quand tu regardes ce que tu as accompli, qui n'est pas rien, quel regard tu portes sur ça et comment tu vois l'avenir en fait? Ben déjà, quand je vois ce que je fais, je suis fier de moi. Et il n'a que 22 ans. Il n'a que 22 ans. Donc, c'est important et la question prend tout son temps. C'est ça, oui. Franchement, je suis fier de moi quand je vois ce que je fais. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, ben là, ça rejoint un peu ce que je disais précédemment, c'est que j'ai pris du temps aussi à directement être fier de moi quand je crée quelque chose. C'est-à-dire que quand je faisais un projet, je le sortais, j'étais fier, mais je pensais direct au prochain. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ce qui faisait que ça crée aussi une pression mentale de se dire que on doit toujours prouver, créer, former. C'est performer plus pour qu'on n'oublie pas, parce que certaines personnes n'ont pas forcément besoin de créer beaucoup pour qu'on parle d'eux et qu'on les soutienne. Et c'est vrai que moi, à travers mon parcours, j'ai toujours dû prouver, faire plus à chaque fois, quitte à me mettre parfois en difficulté. Et c'est vrai que maintenant, quand je prends du recul, ben j'essaie d'admirer aussi ce que je crée, parce que je pense que c'est bien aussi, ça reste important d'être admiratif de son travail, surtout quand il est qualitatif. Donc c'est vrai que je suis fier quand je vois ce que je fais, et ça fait du bien de se dire que ben si je nase, ben, je suis capable de créer des projets aussi qualitatifs avec une direction précise, et de voir que ça fait aussi habiter le monde, notamment à l'étranger. Ok, bah écoute, je vais te poser quelques petites questions auxquelles tu me répondras de la manière la plus honnête possible. Bah, quel est le motif africain que tu préfères? Ton motif africain préféré, si tu veux. Le motif africain, c'est-à-dire le motif tissu ou la matière ou... Moi, j'aime tout niveau matière, mais c'est vrai que là, j'aspire à me mettre de plus en plus dans le Congo, parce que bon, ça reste quand même un tissu traditionnel au Bénin. Et je me dis que c'est hyper bien de mettre en avant les tissus qui viennent de chez nous, parce qu'on a tendance à beaucoup mettre en avant le wax, qui n'est pas quelque chose de mauvais, mais ça reste quand même un tissu qui n'a pas été créé par nous. Donc, je pense que c'est bien que chaque pays issu d'Afrique mette en avant son propre tissu et ses tissus traditionnels. Donc, moi, je suis quelqu'un qui ne limite pas, donc j'aime un peu de tout. Mais c'est vrai que là, j'aspire à pouvoir même créer des tenues et même emporter avec du Congo, histoire de mettre ça en avant la culture du mieux que je peux. Mais j'aime aussi le wax. Ok, d'accord. Comment est-ce que tu vois la mode africaine dans 10 ans? La mode africaine dans 10 ans. Je la vois futuriste, je la vois évoluer sur plusieurs aspects, que ça soit dans les corps de métier, que ça soit niveau projet photo, que ça soit niveau direction, qu'on donne aussi un peu plus de liberté aux créatifs. Donc, j'ai hâte de voir la suite de la mode africaine, mais j'essaye de ne pas mettre trop d'espoir ou de pression aux créatifs, parce que faut aussi ça met de la pression. Moi-même, on m'a mis des de pression sur certains de mes projets. On a dit, mais Samir, mais ça c'est hyper bien, ça sera fois le prochain, c'est que ce soit plus gros et tout. Donc j'essaie de ne pas mettre de pression non plus aux gens, mais j'ai hâte de voir la suite de la mode africaine. Et je sais qu'elle sera incroyable parce que bon, on est des pionniers dans ce milieu, et ça, il faut que les gens le sachent. Donc je pense qu'il n'y a pas de soucis à se faire là. Je pense que c'est plus en interne au niveau de la direction et des budgets alloués, de tout ce soutien que les créatifs ont besoin, parce qu'en soi, le talent est présent. Il faut juste qu'on puisse les accompagner. Et structurer peut-être... c'est ça, totalement. Exactement. Un vêtement que tu porteras jamais. Ah, ça, putain, je disais les jeans skinny. Mais comme je t'ai dit, je ne me limite pas. Donc, s'il y a un jean skinny qui est beau, on va le porter. Mais j'essaye de pas me limiter. Franchement, dans la vie, je porte tout. Pantalon pas de def. Bon, après, je porte pas de robe. Mais
Moi, non, je me limite pas, je porte tout. Ouais. Je pense qu'on peut tout accessoiriser, on peut tout porter à partir du moment où ça rend beau. Ouais. Et bah, vu que t'aimes la musique, quel est le son qui t'inspire le plus en ce moment? Le son qui m'inspire le plus en ce moment. Moi, j'aime beaucoup écouter les artistes émergents. Ok. Même si Beyoncé, ça reste une de mes inspirations dans tout ce que je fais, j'aime beaucoup les artistes émergents, dont Emmanuel. J'aime beaucoup aussi Alex Sisley. J'aime beaucoup Dustin Conrad. Et en ce moment, c'est K1, une artiste britannique Ok. qui fait du R&B que j'aime beaucoup. Ok. Donc, Est-ce que tu as un titre à partager avec nous? On ira chercher. je pense que je dirais même l'intro de son album, c'est Bite Me. Et ce n'est pas tout. Au-delà de ces visages emblématiques, le mois de la mode a été aussi une formidable rampe de lancement pour des jeunes talents. L'une des plus belles surprises de cette édition, c'est l'histoire de Tid, un créateur qui a su séduire Ciara. Il nous raconte tout dans cet entretien. C'est parti. Nous sommes avec Monsieur Petros Tété et Tid. Bonjour Petros. Bonjour Nasty, comment tu vas? Très bien, ça va. Alors, dans le milieu, on te connaît, tu n'es plus à présenter, mais aujourd'hui, comment tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, je suis à l'état civil Petros Tété. Je suis créateur de mode béninois. Je suis designer et DG de la marque Tid. Ok, d'accord. Alors, tu es dans le milieu de la mode depuis une dizaine d'années déjà, sinon un peu plus. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et en quelques termes des étapes marquantes qui t'ont conduit à devenir créateur? Alors, cette année, ça va faire 10 ans que je suis dans la mode, officiellement. De base, je suis électrotechnicien de formation. Ok. C'est ma formation de base. Et quand j'ai fini mes diplômes, comme pratiquement beaucoup d'artistes, j'ai voulu faire de la mode. J'en ai parlé avec les parents, ils n'étaient pas d'accord. On a fait couteau tiré pendant quelques années, mais j'ai su m'imposer. Je suis allé chercher pour apprendre. Je me suis formé sur le tas. Je suis autodidacte de base, mais j'ai fait des formations au fil des années. J'ai fait des formations notamment chez des designers ici. Sonia Damala, j'en ai fait chez Jean Doucet aussi. Je continue d'en faire d'ailleurs. Je suis des cours dans des écoles à New York en ligne. Ok. Pour le parcours formation. Pour le parcours défilé et clientèle, à la base, je voulais m'imposer par une matière qui était le raffia. Le raffia, oui. C'était ma matière de prédilection. C'est ta marque de fabrique. Oui. Oui. C'est toujours ma marque de fabrique. C'est vrai que je ne le travaille plus de manière aussi folle. Je le travaille vraiment de manière portable. Et ça fait 10 ans qu'on travaille cette matière-là. On a développé des techniques par rapport à cette matière-là. Et aujourd'hui, on les sert facilement dans des robes de mariée. Et vraiment des robes de mariée couture. Ok. Je fais du prêt-à-porter aussi et de l'accessoire. Je fais du prêt-à-porter pour femmes, hommes et enfants. Je fais des chapeaux, je fais des sacs et des chaussures. Donc, on a un label entier pour habiller le corps. Là, j'habille aussi les mariés pour les mariages traditionnels et les mariages civils et culturels. Ok. Donc, on fait pas mal de choses et on se spécialise vraiment aujourd'hui dans les robes de mariage parce que le but a été toujours de faire du luxe africain. Ok. Du luxe africain qui, comme je le dis, même en étant en Afrique, qui peut parler au monde entier, tout en gardant des matières et des codes africains.
Ouais. Donc, voilà. Et c'est donc à juste titre que tu te retrouves que tu t'es retrouvé sur la dernière édition du mois de la mode au Bénin. Alors, comment est-ce que tu as vécu cette expérience? Alors, il faut dire que j'avais refusé de faire je ne voulais plus faire des défilés à Cotonou. Ça, c'est la phrase de tous les créateurs béninois. Quand vous arrivez à un certain niveau, vous ne voulez plus faire des défilés à Cotonou. C'est pas ça. Quand tu sors pas, tu vois pas autre chose. Moi, on me catalogue, on me dit souvent que je défile beaucoup. Ok. Oui. Et j'essaye de sortir beaucoup. Parce que il faut pas se limiter qu'au Bénin. Ça, c'est clair. Moi, les défilés, pour moi, c'est pas juste des exhibitions. C'est pas juste de l'exhibition. De l'exhibition. C'est vraiment une vitrine, des contacts, un réseautage de fou. Parce que ce qui se fait ailleurs, pendant des défilés, on voit tout plein de monde de la mode et tout plein d'acheteurs. Pour ramener la discussion au mois de la mode, comme j'avais dit, j'avais refusé de faire des défilés à Cotonou. Et quand Thierry m'a contacté, je passe pour lui faire un coucou. Quand il m'a contacté, j'ai dit... Elle dira, je peux pas lui dire non. Ouais. C'est Thierry, quoi. Si c'était quelqu'un de... Franchement, si quelqu'un d'autre qui m'avait contacté, je leur aurais dit non. Mais je lui ai dit, ok, bon. En plus, le temps était très court. Je lui ai dit, bon, laisse-moi mijoter. On a toujours fait des défilés. Et ça ne va pas être la première ni la dernière. Donc, j'ai dit oui. Et il m'a dit, tu vas le faire, mais il faut que tu restes dans ces canevars-là. Ok. Donc, il y avait un double challenge à respecter. Et je lui ai dit oui, d'accord, on va voir. Et j'ai commencé les pièces de fil en aiguille. Je voulais quand même, pour cette édition, montrer qu'on peut faire du beau, tout en étant créateur béninois et africain. Okay. Donc, l'idée, c'était de mettre la barre vraiment à un niveau donné. Et cette année, on me considérait comme un créateur confirmé, ce qui n'a pas été le cas des années antérieures. Donc, cette reconnaissance, je l'ai un peu partout où je vais. Franchement, quand je sors du pays, la notoriété que j'ai et la manière dont les gens me traitent, je me dis, est-ce que les gens de chez moi savent? Oui, mais justement, aujourd'hui, et depuis, je vais dire, pratiquement 5 ans, tu es le créateur chouchou de tous les mariages, de tous les mariés. Est-ce que il y a encore cette question de légitimité, de que tu n'es pas confirmé? Est-ce que c'est une question que c'est un sujet qui a encore? Parce que j'ai pas l'impression. Hein. Pour les clients, non. Ok. Mais pour les professionnels, pour nous du champ de la mode, il y a toujours cette hiérarchie et ce lien de je suis un aîné. Oui, le droit d'aînesse, c'est normal. Mais quand le petit fait du bon boulot, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Oui. Aujourd'hui, ça vient. Franchement, ce n'était pas le cas dans les années antérieures, mais aujourd'hui, franchement, même beaucoup d'aînés me disent franchement, tu fais du bon boulot, on t'encourage. Mais voilà, c'est différent. Quand je vais ailleurs, je suis le créateur qu'il faut avoir dans un défilé, tu vois. Et ici, c'est vrai que depuis un moment, j'ai refusé de défiler à Cotonou. Les traitements sont différents. Parce qu'on t'a connu, chez toi, on t'a connu tout petit, tu as grandi.
Personne n'est prophète chez soi. Voilà. Ouais. Mais ça a été un honneur pour moi Ouais. de faire ce défilé ici à Cotonou et de faire cette édition-là. Ouais. Bah, principalement. justement, cette édition, en quoi est-ce que pour toi, elle révolutionne le secteur de la mode au Bénin? Alors, comme je le dis, cette édition a été vraiment une très belle édition. Cette édition nous a permis de voir qu'on peut organiser des événements mode tout en gardant un esprit international, Ouais. tout en gardant un professionnalisme et que des gens du Bénin peuvent faire le job. Ouais. Tu vois? Généralement, quand on veut organiser des événements, on se dit, ah, chez nous, les gens ne sont pas corrects, ils ne vont pas venir à l'heure, ils ne vont pas respecter les engagements. C'est très compliqué de travailler avec des gens ici. Ouais. Mais ce mois de la mode nous a montré, avec l'équipe qui a été derrière, Ouais. que c'est possible quand on trouve les bonnes personnes au bon moment, Ouais. Et au bon poste, quand Au tu bon mets poste. les bonnes personnes au bon poste. C'est Ouais. ça. Et franchement, pour moi qui ai vu beaucoup ailleurs, on n'a pas démérité. Ouais. On rivaliserait si on nous en donne les moyens avec de très grands T. Ok. Oui. Parce que on a fait avec les moyens de bord et le résultat qu'on a eu, Ouais. c'est pas des moindres. Ouais, c'est clair. Donc, Et voilà. tu sors de cette édition, je vais dire, sans manquer de respect à personne. Je pense que tu es un des plus grands gagnants de cette édition parce que Ciara était à Cotonou à ce moment. Elle t'a repéré, elle t'a fait confiance pour l'habiller. Elle a shooté avec tes pièces. Alors, comment est-ce que cette rencontre s'est produite? Alors, pour la petite anecdote, mois de mai-juin, c'était un peu compliqué. C'était très compliqué. Cette année surtout, je ne me retrouvais pas. Et c'est pas À quel niveau? Oui, Ouais. c'est pas financier. Hmm. Par rapport à mon art, je me disais, je stagnais. Hmm. Je suis quelqu'un, j'aime chercher, j'aime trouver, j'aime toucher, mais je ne suis pas le genre de personne qui me conforte dans ce qui a été fait. Ouais. Quand je fais quelque chose, je veux le nest. Oui, tu as besoin de créer Oui, en permanence. toujours. Ok. Donc, ces 3 derniers mois ont été très down pour moi, que ce soit sur le plan émotionnel, familial, parce que, comme on le dit, je suis un jeune marié, Ok. donc il fallait Tu apprends. Oui, j'apprends de la vie. Il fallait une réadaptation. Et pour un créatif qui adore son espace, vivre avec quelqu'un, c'est totalement différent. Donc, c'était un peu compliqué. Mais, je me disais, bon, au point où on en est, est-ce que je plie bagage? C'est-à-dire, est-ce que je vais ailleurs pour continuer ce que je fais? Vu que ailleurs, on me consomme beaucoup plus. Est-ce que... Donc, j'en parlais avec ma femme et elle disait, bon, écoute, tu as déjà une clientèle ici. Ce serait con de partir. Donc, réorganise-toi autrement et vois comment on pourrait gérer les choses au lieu de fermer totalement ici. Parce que j'étais sur le point de fermer Tide complètement ici. Donc, quand on a discuté, j'ai prié parce que je me suis confié à Dieu. Je me suis dit, écoute, si telle est ta volonté, un signe, quoi. J'ai continué et on a fait le défilé du mois de la mode. Dès que j'ai fini le défilé, il y a une dame qui s'est rapprochée de moi. La dame me disait, moi je la calculais même pas parce que j'étais dans l'euphorie du défilé et tout. Elle m'a attrapé comme ça. Elle dit, I need to talk to you. J'ai besoin de te parler. Je viens d'arriver et je suis tombé sur ton défilé.
dès que je suis arrivé. C'est pendant ton défilé que je suis arrivé. Il n'y a pas de hasard pour ça. Je suis la directrice régionale de Rolling Stone. J'ai accompagné Ciara ici et j'ai vu tes pièces. Je pense qu'elle aimerait certaines de tes pièces. Je veux que tu viennes demain la voir avec des pièces et des mannequins si possible. On va lui présenter. Si elle aime, elle va en prendre. Si elle n'aime pas, voilà. Donc, elle a dit ça. J'ai dit, OK. Parce que Ciara était là depuis un moment. Oui. Et bon, tout le monde disait, ah, bah, il y a Ciara ici, il faut l'habiller. Je me disais, je vais encore commencer par faire les coups bêtes, par aller voir les gens. J'en avais pas envie du tout, tu vois. Et c'est venu à moi comme ça. Mais au moment où elle te dit ça, là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Franchement, je réalisais pas encore. Pour moi, genre, tu étais toujours dans ton défilé, et puis bon, on va voir demain, quoi. Oui, franchement, c'était ça. On va voir demain. Et elle voulait que ça soit très tôt. Donc, je me suis dit, oui, je sais, c'est Ciara, c'est quand même Ciara, quoi. Mais, franchement, je ne m'emportais pas plus que ça. Mais tu penses que tu ne t'emportes pas parce que tu as déjà vécu beaucoup de situations comme ça? Est-ce que c'est parce que tu es blasé? C'est pas blasé. Oui, j'ai vécu beaucoup de situations comme ça. Mais je ne réalisais pas forcément l'ampleur que ça pouvait avoir. Ça pouvait avoir, ok. Tu vois? Donc, pour moi, oui, c'est une star interplanétaire. Mais, comment dire? Je ne voyais pas vraiment l'impact que ça pourrait avoir sur la marque, tu vois. Je ne réfléchissais pas à tout ça. Pour moi, j'étais toujours dans mon défilé, tu vois. Donc, le matin, on est venu au Sofitel. Or, c'était une conférence qu'elle voulait faire. Moi, je ne savais pas du tout. Donc, elle m'a dit, ah, oui, c'est vrai que je t'avais dit une présentation, mais c'est une conférence. Il y aura plein d'autres gens. Il y aura des créateurs aussi. Vous pourrez lui offrir, je vous donnerai la parole, vous allez parler et tout. Tes mannequins peuvent se poser un peu partout dans la salle. Elle va les voir et on verra la suite. J'ai dit OK. Donc ça s'est fait. On a commencé. Il y avait plein d'autres créateurs qui étaient là. On a parlé. Et à un moment donné, elle m'a donné la parole. J'ai parlé un peu de la marque et tout. Et je lui offrais un de mes chapeaux. Et elle a pris. Quand je lui ai mis ça sur la tête, franchement, elle a adoré. On a fait des photos ensemble, tout ça. Et pour moi, c'était fini. Mais non. Tout le monde était descendu en bas. Ça, c'est la partie que nous, on a vue. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, parce que tout le monde voulait faire des photos avec elle. Pour moi, on a fini, je vais rentrer. En plus, j'étais crevé. Donc, la dame m'a dit non. Elle a demandé à ce que vous montez dans sa suite avec elle. Elle veut discuter avec toi et aussi voir d'autres pièces si ça lui plaît et tout. J'ai dit OK. On a attendu un peu. Les autres sont descendus en bas. Nous, on est montés. Et quand on est monté, elle a fait « Oh, c'est le designer. Oui, franchement, vous faites du bon boulot. » Moi, j'étais là. OK, d'accord. Jusque-là, oui, j'étais toujours très timide. Dans mon cas, je criais. Mais bon, je suis resté impartial. Et elle a dit, elle veut shooter avec les pièces, elle veut faire des vidéos TikTok et tout et tout. J'ai dit, OK. Bon. Elle a fait les vidéos avec les filles, tout ça. Et elle a demandé si des gens veulent faire des photos avec elle. Moi, franchement, je ne suis pas le genre de personne, parce que c'est une star, je n'arrive pas à faire ça. Donc, moi, j'étais dans mon coin. Tout le monde a fait des photos, tout ça. Et on voulait partir. Elle a dit, mais je n'ai pas fait de photos avec toi. Attends, donnez-moi mon téléphone. Donc, elle m'a appelé de côté.
On a fait les photos et elle a demandé aux autres de sortir. Elle m'a fait asseoir. Elle m'a dit, franchement, je fais du bon boulot. Et que s'il y a lieu de faire des collaborations, ça pourrait être possible. Et c'est là que moi, je réalise vraiment la chose. Donc, tu t'es retrouvé tête à tête avec Sarah. Ok. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien ça. Si. Et oui, on est entré. Donc, quand on a fini, on a discuté, tout ça, on est descendu. Et il y avait... Quand on est descendu dans le hall, il y avait du monde qui était là et qui l'attendait. Ouais. Et je réalisais que, voilà. Oui, il vient de se passer quelque chose. Oui, là. Oui, quelque chose vient de se passer. Okay. Donc, elle nous a demandé à ce qu'on ne partage pas les photos. Ok. Et que quand elle-même, elle va partager, elle va nous taguer. Donc, ils sont rentrés. On a attendu 1 semaine, 2 semaines. Elle a partagé les photos, mais elle n'a pas tagué. Et bon, moi, j'ai dit... Dans tous les cas, c'est ce que j'en fais qui est le plus important. J'ai repartagé sur ma page, je l'ai tagué et tout. Et 3 jours après, le selfie qu'on a pris, elle a partagé le selfie. Elle a dit, vous avez vu les chapeaux en Corée que j'ai posté la fois dernière. C'est ce monsieur-là qui l'a fait. Allez lui montrer qu'on peut. Oula. C'est ce qu'elle a écrit. Allez lui donner de l'amour, allez lui montrer qu'on peut. Et ouais. C'est quelque chose. Ouais. Donne. Alors, dès qu'elle a posté ça, j'ai eu plein de gens qui se sont abonnés. Ok. J'ai eu des commandes. Et ça continue d'ailleurs. J'ai pas forcément eu... de grosses commandes, mais franchement, j'ai eu des... Et on venait tout juste de créer notre site internet. Le site a bugué. Oui. Ah oui. Et j'ai dû appeler mes gars. Ça marche. Donc, franchement... Donc, il y a eu un réel impact. Tu as pu sentir un réel impact. Oui, il y a eu un réel impact. Qui continue d'ailleurs. Franchement, qui continue d'ailleurs. Aujourd'hui, quand les gens veulent me référencer, c'est le designer qui a habillé Ciara, qui a fait Lauryn Hill. Ça a tourné. Oui, ça tourne. Donc, voilà un peu pour la petite anecdote. Tu es le grand gagnant du mois de la mode. Hein. C'est vrai, on peut le dire comme ça. Mais c'est bien, ça fait vraiment plaisir pour toi. Tu le mérites parce que ça fait des années que... Tu fais preuve d'ingéniosité, de créativité et ça paye toujours. Et je pense que le mois de la mode, c'est ce genre de plateforme qui permettent, qui sont un rendez-vous pour la vision et les créateurs que vous êtes pour créer ce genre de moment-là. Je pense que c'est l'ambition derrière. Merci pour ton partage, merci de nous avoir donné ce qu'on n'a pas vu et ce qui n'est sur aucun réseau social. C'est dans Cotonou Boy Show que vous allez l'entendre. Et revenons à toi. Tu t'es spécialisé dans la confection de robes de mariage. Oui. Ok. Vraiment, c'est toi la référence sur ce créneau. Qu'est-ce qui t'a orienté vers ce segment particulier? Alors, déjà, il y a l'amour pour ce que je fais. Parce que aujourd'hui, si tu veux faire du luxe africain, tu peux pas ne pas faire des robes de mariée et des costumes pour les messieurs. Des costumes traditionnels et modernes aussi. Parce que les gens sont plus aptes à sortir l'argent quand c'est les mariages. Parce que c'est un événement qui arrive une seule fois dans la vie. En principe. Donc, oui, aussi pour gagner de l'argent. Ça s'est imposé à moi. Parce que dès les débuts, j'ai commencé par faire des robes de mariée. Mais je ne publiais pas.
parce qu'il y a beaucoup de gens disaient ah je veux pas me retrouver sur les réseaux sociaux et tout. Mais aujourd'hui, j'ai su changer cette mentalité-là. Les gens veulent même être postés quand je leur fais des tenues. Et ça, c'est quelque chose. Ça, c'est une consécration, ça, je quand te même. dis. Parce que, généralement, à Cotonou, les gens, quand ils aiment cacher, ils aiment garder pour eux, ils n'aiment pas dire c'est telle personne. Oui. Quand tu te retrouves à dire, OK, qu'on veut, que ton client veuille qu'on sache que c'est toi qui a fait sa robe, ça veut dire que... Bon. Si. Il y a aussi le truc de... Avant, les gens, ça va te faire de la pub si je fais ça. Oui. Ils ont cette mentalité-là. Mais aujourd'hui, je fais tellement ma pub que c'est pas eux qui m'apportent quelque chose. Au contraire, fais une robe chétive. C'est pas rien. C'est ça. Ah oui. Bah, c'est ça qui est bon. C'est ça fais qui une est robe, bon. Fais une robe de fête, se faire sa robe de mariée chez Tid, ça te donne, comment dire ça? Ça donne un cachet de luxe et sans fausse modestie. Non, bon, c'est le travail, hein. C'est le travail et je pense que c'est pour ça que tu travaillais. Oui, c'est pour ça que je travaille toujours, car pour moi, on n'est qu'au début. Ouais. Et ça fait plaisir, d'autant plus que c'est cette même fierté qu'ils ont apporté Tid, qui sont fiers de porter d'autres marques qui sont peut-être italiennes, qui sont européennes et tout. Donc aujourd'hui, ta marque est une référence. Et bah, ça fait plaisir pour le Bénin. Merci. Alors, selon toi aujourd'hui, quels sont les défis de la mode béninoise pour toi? Oula. De ton point de vue, de ta place? Est-ce que je me sens légitime à en parler? Alors, le premier point, c'est la main-d'œuvre. C'est le travail à la main. C'est très compliqué. Ce sont des défis qu'on rencontre, mais c'est très compliqué de trouver des gens compétents qui épousent la vision. Il y a beaucoup d'écoles aujourd'hui qui n'y en avaient pas quand nous on a commencé. Et la formation derrière n'est pas forcément complète. Ils sont en train, et ça évolue. Ça évolue. Mais ce n'est pas encore ça. Mais on loue l'effort qui est fait. On est obligé d'en ramener d'ailleurs, de la main-d'œuvre, mais c'est avec ses risques aussi. Il y a aussi le côté accompagnement. Aujourd'hui, par rapport aux investisseurs, c'est très compliqué aux gens d'investir dans la mode au Bénin. Parce que pour les gens, ce n'est pas forcément un secteur porteur. Or, laissez-moi vous dire, c'est totalement possible, c'est totalement rentable. Moi, je ne vis que de la mode, je ne fais pas autre chose ailleurs. Je ne vis que du vêtement. Et oui, on se dit que c'est plus rentable un peu partout, mais on peut être au Bénin et vendre un peu partout. On peut aujourd'hui, avec la venue des réseaux, on peut être au Bénin et être rentable pour l'Afrique et pour le monde. Il suffit de voir le positionnement de la marque et chercher à savoir. Donc, c'est très compliqué. Moi, j'ai déjà des investisseurs, j'en ai rencontré à Abidjan, qui étaient aptes à investir, mais il fallait que je m'installe à Abidjan. Il fallait que Abidjan devienne ma base. Et dans le temps, je ne voulais pas. Je voulais vraiment garder ma base à Cotonou, avoir une franchise à Abidjan. Mais bon, je pense que... Mais... tu as évolué dans la réflexion. Bien sûr, bien sûr. Enfin, est-ce que tu as évolué et peut-être que tu es plus prêt aujourd'hui pour faire ce saut? Si. Je suis beaucoup plus prêt à faire ce saut. Moi, je dirais plutôt, je suis plus ouvert aux opportunités. Je suis plus ouvert aux opportunités.
Sinon, les défis, on en rencontre. Il y a les défis de matière première, de fourniture. Aujourd'hui, je vous jure que même parfois pour trouver des fils de même coloris que le tissu, il faut chercher. Si tu veux faire des finitions propres, des finitions où toi-même tu es fier, oui, il faut chercher. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Oui, mais il faut chercher. Oui, c'est très compliqué d'avoir accès facilement à beaucoup de choses. Or, dans d'autres pays, franchement, c'est la base. C'est la base. Ouais. Quand tu expliques, mais tout le tralala qui est derrière une seule tenue, oula. Et mais ça, je pense que c'est dans beaucoup de secteurs entrepreneuriaux chez nous. Mais on est en train. Ça évolue tout doucement. Oui, ça évolue tout doucement. On fait nos petits bonhommes de chemin. Alors, dernière question pour terminer. En tant que professionnel de la mode, qui ne voulait pas participer au mois de la mode, qui a participé, quelles sont tes attentes pour les prochaines éditions du mois de la mode? Jerry, tu as intérêt. Bien sûr qu'il a intérêt. Je prie Dieu que ce soit encore cette équipe-là qui continue parce qu'ils nous font rêver. C'est pas évident. C'est pas évident. Mais c'est possible. Pour le niveau auquel on a amené ce mois de la mode, on n'a plus droit à l'erreur. On n'a plus droit de descendre. Si on veut continuer, il faut que... Moi, j'attends fort le Nest. Parce que... On attend tous. Bien sûr. C'est ça. Jerry ne sait pas dans quel problème il s'est mis. Ah non, il ne sait pas. Il ne sait pas. Parce que... Oui, c'est possible. C'est possible d'avoir des Fashion Week ici et que les gens veulent prendre des billets d'avion et venir. Le Nigeria est à côté. Moi, j'ai booké mon hôtel pour la Fashion Week. Parce que les opportunités que tu as là-bas, franchement, je ne peux pas vous dire. Les stars que tu rencontres, les achats, les ventes que tu fais. Cette année, j'organise avec des amis un pop-up pendant la Fashion Week nigérienne. Et les retours, bien qu'on n'ait pas encore commencé par communiquer dessus, les retours qu'on a, c'est pour vous dire que oui, c'est possible. On peut, oui. Et pour ça, j'encourage vraiment Jerry et toute son équipe de continuer de nous faire rêver. Et que l'État puisse nous l'accorder encore davantage. Et voilà. Merci. Et pour conclure, est-ce que tu as un mot pour les jeunes créateurs qui te prennent aujourd'hui comme référence? Je nous dirais plutôt de persévérer. Le talent ne fait pas tout. Le talent, c'est important, c'est vrai, mais ce n'est pas la finalité. Quand Dieu te donne du talent et que tu ne travailles pas ce talent, ça ne vaut pas la peine. Le talent, c'est quoi? C'est la facilité qu'on a de faire des choses que les autres ne peuvent pas faire facilement. Et si tu as cette facilité-là et que tu n'approfondis pas, tu n'étudies pas cette facilité-là, tu vas te croire arriver, mais non, tu n'y es pas du tout. Persévérance, endurance, travail bien fait. Livrer à temps les clients. Merci. C'est très important. Merci. Montez moins, mais livrer les clients, c'est très important. Et si vous êtes plus jeune et que vous voulez embrasser la mode, réfléchissez beaucoup. Comme je dis souvent, la mode vous prend beaucoup.
que ce soit sur le plan financier, sur le plan énergétique ou sur le plan personnel, la mode vous prend beaucoup. Et c'est pas que les paillettes qu'on vous montre. Il y a toute une industrie derrière. Il y a des petites mains. Il y a beaucoup de monde qui travaille en amont pour que ce que vous voyez qui vous émerveille. Alors, l'histoire de Tid et de Ciara illustre parfaitement l'ambition du mois de la mode, illustre parfaitement ce que le mois de la mode représente aujourd'hui. C'est un espace où les talents locaux rencontrent la scène internationale et rencontrent des opportunités pour leur business. Et derrière cette énergie, il y a une vision. Pour la deuxième année consécutive, un homme a donné le ton et le rythme. Il s'agit de Jerry Sinclair que nous recevons tout de suite dans le Cotonou Boy Show. Jerry Sinclair, merci d'être avec nous. Bonjour Nasty. De retour sur le Cotonou Boy Show. Content d'être revenu. Mais tu te rends compte, ça va faire bientôt 1 an. Un peu plus. Qu'on a tourné. Qu'on a tourné. C'était après le mois de la mode de l'année dernière. Qu'on a tourné. Oui, je pense donc qu'on a un mois tourné ici. Dans la même on période. est dans le bon créneau là. Ouais. Donc on va reparler du mois de la mode. Tu as été reconduit directeur artistique pour l'édition 2025 du mois de la mode pour la deuxième année consécutive. Tout le monde te décrit comme le maître d'orchestre de cet événement et tu as reçu les félicitations de tout le monde pour cette édition magnifique et d'ailleurs félicitations pour ce beau travail. Merci. Merci de nous avoir mis les paillettes dans les yeux, de nous avoir fait rêver. Et quand tu entends le terme maître d'orchestre, qu'est-ce que ça représente pour toi? Je ne sais pas si je suis ou si j'ai été le chef d'orchestre, mais je sais que j'ai apporté une contribution non négligeable. Mais je n'ai pas pu la faire, je n'ai pas pu apporter cette contribution-là sans les équipes avec lesquelles nous avons travaillé. Donc pour moi, les vrais chefs d'orchestre, ce sont tous les acteurs qui se sont impliqués de bout en bout dans l'organisation de cet événement-là. Okay. Maintenant, si vous voulez savoir en tant que directeur artistique, oui, c'est vrai que la vision est partie de moi et qu'on a essayé de la mettre en musique ensemble. Oui, j'en ai été le directeur artistique et la vision, de façon globale, elle vient du gouvernement. Et après, non, il est question qu'on déploie la vision du gouvernement en détail pratique, en détail opérationnel. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. Donc, directeur artistique et de production, oui. Maintenant, chef d'orchestre, je ne sais pas. Ok. Avant de revenir sur le mois de la mode, j'aimerais qu'on revienne un peu en arrière. Toi, Jerry, d'où te vient cette passion pour la mode de base? Parce que, pour ceux qui n'ont pas suivi ton premier passage dans le Cotonou Boy Show où tu as longuement parlé de ça, j'aimerais quand même que tu reviennes un peu. Tu es t'es un corporate de base. À la base. Et aujourd'hui, tu te retrouves à la tête de cet événement qui est une institution aujourd'hui des événements de notre pays. Alors, il faut dire que, comme je te l'ai souvent dit, moi, je suis quelqu'un de curieux à la base. Sur la question de la mode, avec du recul, parce que je m'en suis jamais rendu compte moi-même, mais depuis quelques années, j'ai commencé à faire l'exercice de chercher à savoir, de creuser, à savoir, mais d'où est-ce que cette passion-là, d'où est-ce qu'elle sort en fait? Et je me souviens que quand j'étais plus jeune, que ma mère avait une machine à coudre et que tous les petits vêtements, elle les faisait elle-même et que pour les retouches, il n'était pas question de les envoyer chez un couturier. Donc, elle s'en occupait toute seule à la maison. Je pense que les premières influences sont venues de là. Après, je n'ai pas creusé outre mesure, mais je pense que les premières références en termes d'embellissement de toile, d'embellissement de vêtements et tout ça, que je l'ai perçu de par ma mère. Et je pense que sur la durée, c'est resté. Et quand il est arrivé le moment où je devrais choisir une initiative entrepreneuriale, très tôt, j'ai penché vers la mode. Mais comme je vous l'ai dit la dernière fois, je suis très passionné par la menuiserie aussi. Et donc, il n'est pas exclu que dans un futur, que vous me retrouviez à gérer un atelier de menuiserie. Ok. Donc, c'est aussi simple que ça. Ok. Aujourd'hui, tu te vois plus comme un créatif, comme un technicien ou comme un visionnaire? Je me définis plus comme un visionnaire, je me définis plus comme un chef d'entreprise. Nasty, je ne sais pas enfiler une aiguille. Et la vérité, c'est que ça ne m'a jamais intéressé. Okay. Ce qui m'intéresse, c'est ce dont... Et ce qui fait ma conviction, c'est qu'on n'est pas tous obligés d'être des couturiers pour détenir des maisons de mode.
Parce que avant et après tout, la mode, c'est un business. Ouais. Donc, c'est ta capacité à pouvoir driver un business qui fait de toi un chef d'entreprise. Et que l'entreprise soit dans de la pâtisserie, ou qu'elle soit dans du textile ou dans la mode, les compétences, les capacités de façon générale dont vous avez besoin en tant que manager, en tant que gestionnaire d'entreprise, elles sont les mêmes quasiment. Que vous gériez un atelier de couture ou que vous gériez un salon de pâtisserie ou que voilà. Ouais. Donc, moi, je me définis plus comme un visionnaire, un chef d'entreprise. Donc, je me définis comme un entrepreneur de mode. Ok, d'accord. Bah, en tant que directeur artistique, comme tu l'as dit, tu es celui qui imagine, qui trace la ligne ou qui traduit la commande du gouvernement aux gens des métiers de la mode. Ok. Concrètement, quand tu construis une édition du mois de la mode, par quoi tu commences ? Est-ce que tu commences par une histoire à raconter? Est-ce que tu commences par un univers, un message à transmettre? Quel est ton mode opératoire? Alors, la première chose, d'abord, depuis 2024 que moi j'ai commencé à travailler sur le mois de la mode, la première chose contre laquelle je me bats, ou alors la première chose pour laquelle je me bats, c'est d'offrir davantage de légitimité à la mode béninoise, parce que nous sommes absents sur tous les plateaux. Nous sommes absents pas parce que nous ne sommes pas talentueux, mais parce que nous n'avons pas réussi encore à mettre en place un écosystème qui nous légitime et qui nous donne notre mot à dire sur la scène internationale. Donc la première chose qui m'anime, c'est comment est-ce qu'on fait pour que très vite, on parle du Bénin et qu'on en parle en bien. Et cela ne vient pas sans le fait que depuis quelques années, vous avez dû remarquer que ce soit dans la mode ou dans tous les autres secteurs, il y a un peu comme un changement qui nous impulse une nouvelle vitesse. C'est-à-dire on doit aller plus vite et on nous a donné, en tout cas nos dirigeants nous ont donné la preuve qu'il est possible qu'on aille vite et qu'on y aille et qu'on le fasse bien. Ouais. Donc ça, c'est mes premières motivations. Après, il faut venir sur la dimension artistique. Comment est-ce qu'on orchestre tout ça pour sortir en fait des spectacles folkloriques qu'on nous a souvent offerts sur les défilés de mode. Ou dans un défilé de mode, vous retrouvez du théâtre, vous retrouvez de la musique, après ça ressemble à du remplissage. Et moi, ma conviction, c'est que un défilé de mode en lui-même représente suffisamment un spectacle pour qu'on se sente obligé de le parasiter par d'autres. Voilà. Ouais. Donc, à partir de 2024, nous avons essayé de faire une première édition qui élimine tout ce qu'il y a comme fioriture, de sorte à ce qu'on se concentre et qu'on se consacre uniquement au défilé de mode. Et nous sommes partis en 2024 sur une thématique sortie des sentiers battus, parce que la problématique que j'avais identifiée à l'époque, c'était que notre mode, elle s'engouffrait, elle s'enfermait toute seule sur elle. De sorte à ce que même quand vous voyez des gens utiliser des tissus locaux, ça ressemble, et ça c'est, je le dis, ce que je dis est très personnel, hein, ça ressemble tellement à du béninois qu'on se demande, est-ce que ce truc trop béninois peut parler au monde? Donc l'ambition, c'était de commencer justement par intéresser le monde, donc ouvrir nos perspectives. Et c'est en cela qu'en 2024, nous avons travaillé sur la thématique sortir des sentiers battus pour demander en fait à tous les créateurs de sortir de leur zone de confort et de s'ouvrir au monde. Mais en oubliant, il ne faut pas oublier que cela était en réalité un préalable à l'édition suivante, parce qu'en 2025, nous sommes venus avec Racines et Futur. Donc c'est en fait un prolongement. Une fois que vous avez ouvert vos esprits et que vous êtes ouverts à d'autres perspectives, il est temps maintenant qu'on aille interroger nos considérations identitaires. Et dans le cas d'espèces, les textiles, donc il était question d'interroger notre patrimoine textile pour présenter une mode dont nous n'avons pas honte. Une mode que nous pouvons montrer à n'importe qui et partout dans le monde. Donc, faire en sorte que le canvas et le indigo ne soient plus des tissus qui viennent juste pour des détails ou pour amener une dimension folklorique et tout ça, mais que ce soit des tissus qu'on s'approprie entièrement de sorte à concevoir des vêtements qui puissent plaire au monde. Et c'est ce que nous avons fait sur l'édition de cette année. Ok, d'accord. Bah, on imagine il y a beaucoup de recherches, beaucoup d'inspiration. Où est-ce que tu vas chercher les idées? Je crois que j'ai la grâce qu'elles viennent toutes seules. Je pense même que j'en suis malade parce que c'est très épuisant. Et je t'apprends rien, je sais que tu es un peu comme ça aussi. J'ai 1000 idées à la seconde et sur des thématiques les unes aussi différentes que les autres.
Je ne sais pas, c'est sûr que les scientifiques doivent avoir voilà, un nom pour désigner les gens qui sont... Donc oui, les idées, j'en ai 100 000 à la seconde. Et ça n'a pas loupé. Quand il a été question de travailler sur le mois de la mode, les idées sont venues toutes simples. On a essayé d'implémenter celles qui pouvaient l'être. Parce que l'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a beau avoir les idées, mais il faut pouvoir les contextualiser et aussi juger de leur pertinence au moment où vous y pensez. C'est bien d'avoir des idées, mais encore faudrait-il que ces idées-là soient pertinentes dans le bon timing. Exactement. Donc oui, les idées, elles viennent toutes seules, c'est une grâce. On a essayé d'en implémenter quelques-unes, quoique je pense que nous sommes encore, même si nous avons fait de grands pas, je pense personnellement que nous sommes encore loin de la cible. Ok, d'accord. Ouais. Mais au-delà de ça, il y a la réalité. Tu dois gérer logistique, tu dois gérer les moyens techniques, tu dois gérer le timing. Comment est-ce que tu arrives à faire coexister le rêve artistique, le rêve du créateur même, et les contraintes très concrètes que tu peux avoir déjà sur le terrain et que tu peux avoir de ton griffe client qui est l'État, qui doit, je pense, je ne vais pas dire te contraindre, mais qui te donne quand même une qui te recadre quand même, Voilà, tu dois rester dans un certain format. Comment est-ce que tu arrives à jumeler ça? J'avoue que ce n'est pas très facile déjà, la relation avec le service public, mais aussi la relation avec les autres acteurs avec lesquels nous travaillons. Mais je pense que, et là aussi c'est une grâce, je pense que les gens de façon générale croient beaucoup en moi. Donc lorsque je ramène mes idées, elles ne sont jamais balayées d'un revers de la main, on les creuse, on les discute et on trouve les compromis. Voilà. Okay. Et puis moi, je ne sais pas si je te l'ai déjà dit dans le dernier podcast, moi je suis de nature à justifier même les plus belles idées que j'ai. C'est-à-dire, moi, les choses ne descendent pas juste. Quand je te dis, on va faire ceci, je t'explique derrière pourquoi je pense qu'on devrait le faire. Et je pense que c'est une méthode, c'est une approche qui nous a tous aidés à ce que le fonctionnement et les relations soient fluides. Maintenant, entre l'artistique et la production, c'est vrai qu'on peut avoir un gap entre le rêve artistique et les réalités de terrain. Et ça n'a pas loupé. Mais puisque moi, je connais le milieu du divertissement, je connais le milieu du spectacle, je connais le milieu de l'organisation d'événements. Donc, il y a certaines réalités qui ne me surprennent plus. Soit on arrive à les lever ou alors on les contourne. Donc, de façon pratique, j'ai eu aussi la chance de travailler avec d'autres acteurs qui étaient dans mon équipe, qui étaient des gens totalement engagés et qui, depuis l'année dernière, avec lesquels j'ai travaillé, et qui ont une vision qui n'est pas si loin que ça de la mienne, ce qui facilite davantage le travail. On a des têtes brûlées, c'est vrai, mais on a de gros rêveurs également, mais globalement, ils sont tous des boxeurs. Globalement, ils sont tous des bosseurs. Donc, à l'arrivée, je m'en retrouve un peu allégé, et puis, donc, ça se passe de façon fluide. Mais c'est toi-même qui constitue ton équipe Oui, c'est moi-même qui constitue mon équipe, parce que le gouvernement me donne une mission, dans le cas d'espèce, donc, direction artistique et direction de production, parce que tu as le rêve artistique, maintenant, il faut pouvoir le déployer. Donc, oui, ça vient généralement de moi, et nous avons la chance quand même d'avoir un gouvernement qui est suffisamment ouvert aux innovations, et aux belles choses qu'on rapporte, parce qu'il ne faut pas oublier que tous ces événements-là qu'on organise finalement contribuent ou participent à un narratif global. Qu'est-ce qu'on dit du Bénin aujourd'hui? Si on a organisé des Vodun Days et que le monde n'en garde que des souvenirs merveilleux, il n'est pas question qu'en ramenant le mois de la mode, qu'on retombe plus bas. Donc, c'est une tendance que le gouvernement essaye de maintenir sur les différentes initiatives et même dans le monde du spectacle, dans le monde du divertissement, qu'ils essayent de ramener. Donc voilà. Donc, tu as la direction artistique et la direction de production. Donc, tu rêves, mais débrouille-toi pour réaliser. C'est un piège, hein? Ah oui, c'est un piège. C'est un piège. Mais en même temps, c'est un gros avantage parce que, en rêvant, je prends la précaution de m'assurer que mon rêve peut être déployé. Voilà. Et c'est là que c'est intéressant. Et puis, bon, à la fin de la journée, on te donne les moyens de rêver, de réaliser ton rêve. Même si on n'a pas exactement ce qu'on recherche, il faut reconnaître que d'année en année, on fait de grands pas. Je dirais même pas de petits pas, on fait de grands pas parce que quand on regarde un peu d'où on vient, de 2024 à 2025, nous avons fait de grands pas. Nous sommes sortis d'un contexte où
les défilés de mode s'organisaient de façon, moi je vais le dire comme ça, de façon inacceptable. Moi j'ai vu des défilés de mode qui s'organisaient dans des auditoriums. Ce n'est pas normal. Parce que si vous n'entourez pas votre métier de toute l'envergure qu'il faut pour que les gens vous prennent au sérieux, jamais ils ne vous prendront au sérieux. Donc je pense que depuis 2024, on a fait de grands pas. Et pour l'avenir, on espère en faire encore davantage, que ce soit avec moi ou que ce soit avec quelqu'un d'autre. Qu'on comprenne qu'il y a un signal qui est donné, que les standards ont changé et que maintenant il est question d'aller au-delà. Ok, d'accord. Alors, ton équipe, tu m'as dit c'est toi qui l'as... Comment est-ce que tu as composé ton équipe sur cette édition? Tu fais un peu comme un coach de foot? Ah oui, moi je vais chercher les talents. Comment tu vas chercher les talents? Non, on n'est pas très nombreux non plus dans le métier à savoir allier la création et l'organisation d'événements. Donc, il y a notamment Ronald, Nadia, Madame Racine, Manu, Lewis. Donc, globalement, c'est des gens que je connaissais et qui étaient talentueux chacun dans leur couloir, dans leur domaine. Et je leur ai vendu en 2024 le rêve de pouvoir se mettre ensemble pour que chacun apporte de son talent et de sa compétence à élever les standards. Et ils m'ont tous dit à l'unanimité, Jerry, si c'est avec toi, on est prêt à le faire parce qu'on sait que oui, on réussira quelque chose ensemble. Donc c'est les mêmes avec lesquels j'ai fait le mois de la mode en 2024 que j'ai identifié comme ça sur le volet parce que c'est des gens que je connaissais et dont je connais le talent, que j'ai appelé, à qui j'ai vendu une vision et qui l'ont épousé. Donc c'est les mêmes avec lesquels nous avons organisé le mois de la mode en 2024. C'est quasiment à 90% la même équipe que nous avons reconduit cette année. Parce que l'année dernière, déjà, nous avions identifié des insuffisances et nous avions travaillé à ce que si l'année suivante, on nous rappelait que nous puissions lever ces insuffisances-là. Donc, c'est la même équipe qui a été reconduite. C'est des gens que vous et moi connaissons, que nous voyons tous les jours, qui sont chacun dans leur domaine, mais qui sont talentueux et qui n'attendaient juste que ce moment fédérateur-là où on mettait toutes les énergies ensemble pour pouvoir construire quelque chose de tangible. Ok. Et maintenant, les créateurs qui défilent, comment est-ce qu'ils sont sélectionnés? Alors, il était prévu que cette année, nous fassions un appel à candidature. Malheureusement, compte tenu d'un certain nombre de contraintes, on n'a pas pu le faire. On l'a fait que pour les mannequins. On a fait un casting en bonne et due forme. Donc, cette année, nous avons pris donc la décision d'allier non seulement des créateurs déjà établis, mais également des créateurs qui proviennent du programme Fly de Semecity. Parce que lorsque vous travaillez à former des jeunes, il faut leur donner également des plateformes d'exposition pour qu'ils puissent restituer ce que vous leur apprenez lors des formations. Donc, on a trouvé un bon équilibre entre des créateurs établis et des créateurs de Semecity. Les créateurs établis, nous les avons choisis sur une base simple, qui sont ceux-là qui, déjà dans l'essence de leur travail, utilisent le Canva et l'Indigo, qui sont ceux qui aujourd'hui constituent de vraies références en termes de mode au Bénin. Voilà les questions que nous nous sommes posées et qui nous ont conduit naturellement à faire la sélection des différents créateurs que vous avez retrouvés. Après, en interne, c'est vrai que nous avons une matrice de sélection, une matrice que tous les différents acteurs de l'organisation remplissent et au terme, nous avons des notes qui qualifient d'office des créateurs. Mais je pense qu'à l'avenir, il faut aller encore vers plus de transparence, ouvrir un appel à candidature en bonne et due forme, poser les critères et laisser chaque créateur venir et que chacun d'eux après passe par le filtre sélectif et qu'on ait les créateurs qui défileraient. Voilà. Alors, le mois de la mode est présenté comme un événement structurant. Selon toi, qu'est-ce qu'il apporte de particulier aujourd'hui à la scène locale? Enfin, au-delà du narratif auquel il participe sur la mise en avant du Bénin à l'international, de manière très concrète. De manière concrète, je pense que le mois de la mode est maintenant de plus en plus... Il faut que les acteurs comprennent que c'est tout un mois qui leur est dédié, indépendamment des actions que le gouvernement peut mener dans ce sens. Il est question que les acteurs s'approprient ce mois-là, fassent des initiatives, créent même du business autour de leur activité. Donc en réalité, c'est une période c'est une période de l'année au cours de laquelle tous les acteurs de mode devraient être vraiment au front
présenter ce qu'ils savent faire, organiser des événements, créer des pop-up, voilà. Mais nous avons remarqué que c'est vrai que cette année, ça a un tout petit peu changé. Il y a des initiatives privées qui commencent par éclore. Mais sinon, l'ambition, c'est vraiment que chaque acteur fasse de ce mois-là. C'est un peu comme le mois du consommant local. Oui. Ok. Vous voyez, qu'on sache que le mois de juillet est dédié aux créateurs béninois, qu'ils prennent la parole et qu'ils déclenchent du business à partir des initiatives qu'ils font tout le mois de juillet. Ok. Voilà. D'accord. Et donc, s'il y a des créateurs, par exemple, qui ont travaillé sur des collections l'année et qui ont estimé peut-être que ces collections-là n'ont pas eu suffisamment d'exposition, le mois de la mode leur permet justement de ressortir ces créations-là et de faire savoir qu'elles existent. Ok, d'accord. Lors de ton dernier passage, on avait parlé du fait que une Fashion Week était supposée ramener des acheteurs pour que les créateurs locaux puissent exposer leurs créations, puissent les vendre, puissent faire du business. Et tu m'avais dit que l'écosystème n'était pas favorable à ça, il n'était pas structuré pour ça, et que c'était dans cette démarche que tu étais avec le mois de la mode, créer cet environnement-là, créer cet écosystème. Alors, sur l'édition de 2025, est-ce que tu as pu avancer sur la question? Est-ce que tu as pu remarquer qu'il y avait des évolutions sur ce sujet-là? Oui, clairement. Il y a eu de l'évolution parce que cette édition du mois de la mode a eu un écho inespéré. Et j'ai reçu des coups de fil de gens que je connaissais, d'autres que je ne connaissais pas, qui m'ont appelé de partout pour dire « Ah oui, on a vu les images du mois de la mode, on a appris que c'était vous, voilà, c'était fort, c'était bien, c'est tout. » Mais concrètement, c'est que de 2024 à 2025, je pense que nous continuons de travailler sur la légitimité du Bénin. Parce que comment ça se passe? Les créateurs ne viendront pas spontanément pour vos beaux yeux. Il faut qu'ils comprennent qu'il y a vraiment un marché qui est actif, qu'il y a un business à pouvoir se faire à partir d'une plateforme. Donc notre plateforme est en train de gagner en légitimité. Nous allons davantage gagner en légitimité quand nous allons améliorer la qualité de notre production. Quand je dis production, au-delà même de l'événement, c'est les pièces que les créateurs eux-mêmes créent. Comprendre qu'il faut faire une scission, qu'il faut faire la part des choses entre la démonstration du savoir-faire et le business. Le business, oui. Vous voyez, par exemple, sur le défilé de cette année, on a vu des créations qui sont difficilement portables. Oui. On ne les blâme pas, parce qu'il faut également montrer le savoir-faire. Oui. Mais si vous faites attention, je pense qu'à 75%, toutes les créations qui ont défilé sont des créations portables. Parce qu'on a besoin de payer les factures à la fin de la journée. Il ne faut pas... Moi, je ne suis pas de ceux qui vont chercher à enfermer les créateurs juste dans la dimension artistique. Après l'artistique, il faut payer les factures. Pour payer les factures, il faut déclencher du business. Et ce business-là peut être amplifié justement par des acheteurs quand nous allons gagner davantage en légitimité. Mais je pense même qu'à partir de l'année prochaine, pour ce que nous avons fait cette année, les acheteurs de par le monde, ceux qui ont été tout de même exposés à ce que nous avons fait, comprennent qu'au Bénin, qu'il y a désormais quelque chose à faire. Rien que sur le patrimoine textile que nous avons mis en avant, ben, il y a à faire. Ok, d'accord. Bah, écoute, une chose à laquelle j'ai été très sensible, c'est la direction musicale. De la direction artistique. J'ai été marqué par la manière dont vous avez revisité les classiques de la musique béninoise. Merci pour le clin d'œil avec Kondo, qui est inspiré du roi Béhanzin. Ouais. Et comme j'ai pu te dire, je pense le lendemain du défilé, c'est la première fois que personnellement j'ai ressenti l'importance de la musique dans un défilé où j'ai vu que c'était vraiment étudié, c'était vraiment intentionnel. Comment est-ce que vous avez travaillé ce point-là? Alors, sur l'édition de cette année, Racine et Futur, notre priorité était en fait de présenter une expérience sensorielle. Au-delà de ce que nos yeux voient, qu'on active le toucher, qu'on active l'ouïe, qu'on active l'odorat et tout ça. Et donc, c'est dans cet esprit qu'on s'est dit, mais il faut qu'on crée une bande-son carrément pour... Mais à côté, il faut compter avec le fait que chaque créateur vient avec la musique qu'il voudrait qu'on joue pendant que ces mannequins défilent. C'est ça. Comment est-ce que vous avez géré ça là? Donc, évidemment, j'ai demandé à chaque créateur quelle était sa sensibilité en termes de musique pour son défilé.
Et chacun d'eux m'a donné des titres. Donc, quand moi je prends le titre, je l'analyse et je dis, qu'est-ce qui lui parle dans cette chanson? Ou qu'est-ce qu'il a envie de faire ressortir? Une fois que moi je trouve l'élément, je décide de retravailler l'élément pour que le créateur ne perde pas le repère pour lequel il a demandé cette musique, mais que le public également sente qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et c'est en cela que nous avons travaillé. On a travaillé des heures, des semaines durant pour créer toute cette bande-son-là et pour faire comprendre aux gens qu'un événement comme celui-là, qu'il est possible de créer une vraie expérience sensorielle en touchant tous les sens. Donc, vous avez écouté de la bonne musique. Je ne sais pas si tu as réussi à sentir parce qu'il y avait des senteurs. On a travaillé sur des senteurs, des encens qu'on a essayé de diffuser. C'est vrai qu'on était dans un espace ouvert, donc c'était pas toujours évident. Donc oui, il était question, c'est totalement assumé, on voulait faire vivre une véritable expérience sensorielle au-delà d'une juxtaposition entre tradition et modernité, faire vraiment présenter une vraie expérience sensorielle. Et donc la musique était... Et la musique a fait partie du On jeu. peut retrouver cette bande-son quelque part parce qu'elle est Alors, vraiment des gens exceptionnelle. Oui, des gens m'ont demandé de la mettre en téléchargement gratuit. On a quand même, je pense qu'on doit avoir 12 ou 14, on avait 14 créateurs, donc on doit avoir dont deux défilés virtuels. Donc on doit avoir 12. 12 musiques éditées. Je ne sais pas si c'est une bonne idée que de le mettre, mais toi, en tant que spécialiste de la chose, tu me diras si ça a du sens qu'on mette la bande-son en ligne et qu'on la fasse télécharger. J'ai eu beaucoup de demandes, des gens qui m'ont demandé à écouter ces différentes compositions-là dans leur voiture et tout ça. Oui, donc ça peut avoir du sens. Je me dis peut-être la mettre en ligne, mais pas en téléchargement. Ok. En écoute libre, peut-être sur YouTube avec un compte Moi de la mode, ou sur Spotify, sur des plateformes comme ça. Parce que je pense que à l'écouter, tu peux l'écouter au travail, tu peux l'écouter pour te mettre dans une vibe. Ça fait très lounge comme ambiance et c'était vraiment très agréable. Donc, super, donc big up à toute l'équipe qui a travaillé merci dessus. beaucoup. C'était... Vraiment, vraiment très agréable. Pour moi, ça a été le coup de cœur. Au-delà de toutes les créations, c'est la chose qui m'a vraiment marqué. Alors, je vais te poser des questions un peu difficiles. Là, hein? Alors, pour toi, sur cette édition... Je peux mentir ou pas? Bah, écoute, ça n'engage que toi. Ça n'engage que toi. Sur cette édition, si il ne fallait retenir qu'un créateur, pour toi, c'est qui le créateur de cette édition? Ton coup de cœur. Alors, je vais peut-être... Parmi les confirmés. Là, je parle... Ok, d'accord. Voilà. Ok, je voulais faire la part des choses. Après. Ok, d'accord. Oui. Sur les créateurs établis, mon coup de cœur, c'était Esperancia. Ok, d'accord. Mon coup de cœur, c'était Esperancia. Pourquoi? Je ne sais pas le dire, mais j'ai trouvé sa collection hyper équilibrée. Elle a travaillé l'Indigo. Mais honnêtement, c'est vraiment la première fois que je voyais quelqu'un travailler autant bien l'Indigo. Donc ça, c'est très personnel, c'était mon coup de cœur. Ça ne veut pas dire que les autres créateurs ne valaient pas. Non, bien sûr. Rien du de tout. toute façon, je Même pense mon coup de cœur, c'était Esperancia. Chaque personne qui a participé à ce défilé peut avoir un coup de cœur différent. Si. Et selon toi, quel est le créateur le plus prometteur parmi les plus jeunes? Parce que ceux du programme Fly, il y en a qui sont pas mal. Hein. Ah oui. Ouais. Alors, je ne sais pas s'il faut... J'ai un petit souci avec son profil, c'est Kwamba. Okay. Kwamba, c'est vrai qu'elle a participé au projet Fly, mais Kwamba, c'est quelqu'un qui est dans la mode avant moi. Ouais, c'est... Okay. Oui. C'est quelqu'un qui est dans la mode avant moi, donc je vais pouvoir faire le classement en mettant vraiment de côté Kwamba. Ouais, ok. Sinon, au niveau des plus jeunes, au niveau des créateurs de Seme City, c'est Kwamba mon coup de cœur. Okay. Mais Kwamba, c'est une ancienne quand même. Hein. Elle a de l'expérience. Elle a de l'expérience. Donc, pour revenir aux plus jeunes, je dirais Phare. Ok, Phare. Sa collection avait de l'esprit. Oui. Sa collection, c'est le mot ça, hein, sa collection avait de l'esprit. C'est un rasta. Voilà, donc j'ai ressenti quelque chose quand j'ai vu depuis les essayages, j'ai ressenti quelque chose qui m'a frappé, qui ne m'a pas quitté jusqu'à la fin de l'événement. Donc au niveau des jeunes prometteurs, je dirais Phare. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un détail sur lequel vous vous êtes pris la tête de malade et vous vous êtes rendu compte que le public... n'a pas remarqué, n'a pas calculé tant que ça, ou avec du recul,
Il y a deux détails majeurs. Oui. Est-ce que toi, en tant que spectateur, par exemple, tu t'es rendu compte qu'il y avait des stations de fabrication d'indigo et une station de tissage de canvas? Je l'ai remarqué, mais à la fin. À la fin. Oui. Voilà. Bon, après, en même temps, je suis pas venu. Je suis venu juste avant que le défilé ne commence. Et vu comment c'était placé, je pense que si tu es arrivé et que tu vas prendre le cocktail, tu remarques. Oui. Voilà. Ok. C'est ça. Mais non, voilà. même pendant le défilé, il y en avait juste derrière moi. Derrière, exactement. Oui, juste derrière moi, voilà. il y en avait. Oui. Mais ce sont des stations qui n'ont pas été suffisamment mises en valeur. Oui. Parce qu'on a eu des difficultés sur l'éclairage. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, il était relatif aux écrans de projection. Oui. Parce que pour ce qu'on avait prévu de faire, c'était la retransmission, comme en 2024, c'était la retransmission du défilé en direct sur les écrans pour que ceux qui sont... Parce que bien qu'on ait fait une installation en quinconce, ceux qui sont derrière ont toujours du mal à voir. Donc l'idée, c'était de prévoir de grands écrans sur lesquels on faisait une retransmission en direct du défilé pour leur permettre également de voir les vêtements dans tous leurs détails. Malheureusement, on s'y est pas bien pris, on s'y est pris un peu tard, et les acteurs que nous avons identifiés, dont je ne vais pas citer le nom, les acteurs du service public que nous avons identifiés pour nous aider à opérationnaliser cela, n'ont certainement pas eu suffisamment de temps pour nous offrir quelque chose d'abouti. Donc sur les écrans, ça a beaucoup ramé, et voilà, à l'arrivée, on n'en était pas du tout content. On a essayé de rattraper en plein spectacle, mais ce n'était plus possible. Et ça fait partie justement de mes plus grands regrets, que sur les écrans, on n'ait pas pu avoir le spectacle en bonne et due forme. Ok. Et quel a été le plus grand défi artistique qui était prise de tête, mais où tu as trouvé une solution, où vous avez trouvé une solution et dont tu es fier? Le défi artistique, c'est-à-dire qu'on était parti au départ pour organiser l'événement en salle. Ok. Oui, en salle, parce que c'était pour la première fois que le Sofitel organisait un événement dans son jardin. Un événement de cette ampleur-là. Et je pense que depuis qu'on l'a fait, ça a dû leur donner quelques idées. Non. Ça aurait été dommage. Hein. Enfin, vu ce qu'on a eu, ça aurait été dommage. Donc, une chose était d'éviter de faire l'événement en indoor, mais autre chose était de s'assurer que nous avions la capacité de le faire outdoor. On était mois de juillet, donc période saison des pluies, mais également c'est vraiment la première fois qu'une logistique comme celle-là se déployait dans cet environnement-là. Donc rien que l'idée de le faire dans un espace qui n'avait jamais été testé pour faire un événement de cette envergure a été un défi pour nous, à la fois artistique mais également un défi de production. Il fallait voir comment est-ce que cet espace-là, on pouvait l'intégrer dans notre vision primordiale, parce qu'on avait une vision primordiale. La petite anecdote, non, je le dirai pas parce que ça va être diffusé, je te le dirai en off. Non, je te dirai là où il était prévu que l'événement soit organisé. Parce que tu as dû remarquer que je suis quand même arrivé avec une petite marque de fabrique, c'est de faire les défilés du mois de la mode dans des endroits inhabituels. Oui, inédits. Donc, c'était un endroit vraiment inédit qui était prévu. Au dernier moment, nous avons changé d'avis parce qu'on s'est dit, aujourd'hui, le Sofitel fait partie de tout un narratif nationwide, à l'échelle du pays. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir un événement comme celui-là et ne pas associer le Sofitel? C'est comme ça que nous avons changé de... Donc, on découvrait un terrain pour lequel on n'était pas spécialement préparé. Et lorsqu'on est en salle, vous savez que les risques sont limités. Tu maîtrises. Quand tu vas, c'est mieux maîtrisé, mais quand tu vas en extérieur, c'est beaucoup plus compliqué. Mais je pense que c'est un défi qu'on a relevé avec beaucoup de satisfaction. Tu as ta deuxième année consécutive comme directeur artistique. Qu'est-ce que l'expérience de cette année t'a appris? L'expérience de cette année m'a appris clairement qu'il n'y a pas de limite. Qu'il n'y a pas de limite. On a fait des choses cette année qu'on n'a pas pu faire l'année précédente. Donc, je suis convaincu que celles qu'on n'a pas pu faire cette année, qu'on est désormais en pole position pour les réussir l'année d'après. Donc, ce que l'organisation du mois de la mode m'a appris en 2 ans, pas que je ne le savais pas, mais l'a appris davantage, c'est qu'il n'y a pas de limite. Mais justement, quand tu te projettes, si tu as la chance de faire les prochaines éditions, qu'est-ce que tu aimerais apporter de plus pour les prochaines éditions?
Peut-être le faire dans l'endroit que tu avais prévu que oui, tu pourquoi veux pas pas. Pourquoi pas, mais surtout, commencer par créer vraiment la dimension business. Ouais. Parce que même indépendamment des acheteurs que nous n'avons pas encore réussi à faire venir, on peut organiser des boutiques éphémères. On peut... Donc, c'est vous dire que moi, mon souci aujourd'hui, après 2 années d'organisation, c'est qu'à partir de la 3e, 4e année, que les créateurs qui sortent du mois de la mode puissent dire « j'ai gagné de l'argent sur le mois de la mode. J'ai gagné de l'argent à partir du mois de la mode. Et cela, une fois encore, pas forcément lié aux événements que l'État organise, mais de façon globale. Il faut que nous ayons comme vision que ce mois, c'est un mois que nous devons nous approprier, dans lequel nous pouvons déclencher vraiment du business. Parce que moi, ça me fait de la peine de voir les créateurs dépenser tout leur argent à créer de jolies pièces et tout ça, mais des pièces qui ne sortent pas après, ou ils n'ont que pour seule satisfaction le nombre de personnes qui ont dû leur dire que c'était joli. Mais voilà, me dire que c'est joli, ça ne paye pas mes factures. C'est clair. Mais on ne peut pas non plus blâmer les clients de ne pas acheter parce que nous n'offrons pas encore de façon claire une plateforme qui permette cette interaction tarifée. Okay. Voilà. D'accord. Et pour finir, si tu devais résumer en une phrase ta philosophie artistique quand tu commences le mois de la mode. Ma philosophie, c'est il faut qu'on leur montre que c'est possible. Merci beaucoup, Jerry, d'avoir partagé avec nous tes réflexions et tes inspirations. On a vraiment plongé dans la tête et dans l'esprit du maître d'orchestre de cet événement et on espère vraiment te revoir sur les prochaines éditions. Merci de nous avoir fait rêver. Innovation, créativité, ouverture sur le monde, le mois de la mode s'impose plus que jamais comme un événement majeur du Bénin. Et dans le Cotonou Boy Show, on aime ça, on vous a tout raconté sans filtre. Merci d'être là et on espère être sur les prochaines éditions du mois de la mode. Oyonambe, Nasty Nesta. Mes amis m'appellent Daniel cause I sleep where the lions eat. Bless. Cotonou Boy Show.